Mon père ne fit aucune pause, aucune hésitation. Il n'avait pas l'air confus ni déchiré. Le jour de mon anniversaire, alors que la moitié de la famille Quinn de Denver était entassée dans notre jardin, il tendit la main, arracha ma béquille et lança assez fort pour que tout le voisinage entende. « Arrête de faire semblant. Tu ne fais que parasiter. » L'herbe se précipita vers moi, si vite que mon souffle se coupa net. Je tombai lourdement sur le côté droit, une décharge de douleur traversant la base de ma colonne. Quelqu'un rit, un rire aigu, nerveux, avide d'appartenir au groupe. Peu, être Johanna. Peu, être tante Clara. Le son était contagieux. Quelques ricanements suivirent, bas et secs, le genre de rire que les gens utilisent quand l'humiliation les amuse, tant qu'elle ne tombe pas sur eux. Je vis des jambes se déplacer autour de moi, des tongs, des bottes de travail, des baskets tachées d'herbe. Personne ne se pencha. Personne ne tendit la main. Pas même quand je murmurais. « Papa, pourquoi ?» Ce qui me blessa plus que la chute, ce fut la façon dont tous me regardèrent comme une fraude prise sur le fait, comme s'ils avaient attendu ce moment pour se prouver qu'ils avaient toujours eu raison à mon sujet. Même ma sœur Sabrina me fixa avec un mélange de triomphe et de dégoût, comme si elle accumulait des preuves contre moi depuis des années et obtenait enfin sa victoire. Mais alors une voix s'éleva derrière le groupe, posée, calme, une voix qui n'appartenait à aucun Quinn présent dans ce jardin, une voix qui prononça 6 mots qui les figèrent sur place. Chaque pas qu'elle fait est un miracle. C'est là que les rires cessèrent. Ce n'est que plus tard que je compris à quel point ce moment était parfaitement synchronisé, comme si Dieu lui-même avait poussé la bonne personne à avancer au moment exact où ma dignité touchait terre. Des heures plus tôt, quand la journée était encore douce et pleine d'espoir, j'étais entré dans ce même jardin avec une tarte au citron faite maison équilibrée dans ma main libre et un sourire que j'espérais convaincant. J'étais arrivé tôt, voulant un début tranquille, avant que le chaos des proches, des enfants et des potins de jardin n'envahissent l'endroit. Je m'appelle Phoebe Quinn. J'ai 30 ans. J'ai passé près de 10 ans dans la Navy, avant qu'un accident de voiture ne réduise en miettes plusieurs vertèbres et la vie que j'avais prévue. Les gens imaginent que la guérison est linéaire, que l'on va en rééducation, que l'on se dépasse, qu'on finit par aller mieux et revenir à la normale. Mais les lésions de la colonne se moquent de l'optimisme. Certains jours, je peux faire quelques pas avec la béquille effleurant à peine mon côté. D'autres, j'ai l'impression que ma colonne est faite de verre brisé. Aujourd'hui était l'un des mauvais jours, mais je suis quand même venu. C'était l'anniversaire de papa, après tout, et une part de moi voulait croire que la famille pouvait être différente, meilleure que les déceptions silencieuses des 2 dernières années. À mon arrivée, la fumée du barbecue flottait dans le jardin. Des enfants couraient entre les chaises de jardin, et de la country sortait d'une vieille enceinte Bluetooth, rafistolée au ruban adhésif l'été dernier. Papa se tenait près du grill, tel un roi, spatule dans une main, bière dans l'autre. Maman virevoltait, servant du thé glacé et évitant toute conversation pouvant glisser vers quelque chose d'inconfortable, surtout ma blessure. J'avançais lentement, voulant passer inaperçu, mais Sabrina m'aperçut en quelques secondes. Elle m'aperçoit toujours. Elle s'approcha avec ce sourire crispé qu'elle réserve au moment public. « Tu marches mieux ?» dit-elle, d'une voix douce mais tranchante. « Tu es sûr d'avoir encore besoin de cette béquille ?» Ce n'était pas une question de souci. C'était une accusation. « Oui », répondis-je calmement. La douleur va et vient. Ses yeux se plissèrent, comme si elle emmagasinait des munitions. « Bizarre. Je t'ai vu marcher à la clinique la semaine dernière. Tu avais l'air d'aller très bien. » Ce qu'elle avait vu, c'était moi faisant 3 pas tremblants en physiothérapie, agrippant le mur si fort que mes jointures blanchirent. J'avais failli m'effondrer juste après, mais Sabrina ne cesse de jamais soucier des nuances, seulement d'avoir raison. Je voyais qu'elle brûlait d'envie d'un public. Et malheureusement, les anniversaires dans un jardin en attirent toujours un. Lorsque le grill fut chaud et la table dressée, la frustration de Sabrina s'était transformée en hostilité ouverte. Elle attendit que papa commence à distribuer les burgers avant de lancer. Elle fait semblant. Tout s'arrêta. Le jardin se tut, à part un enfant qui laissa tomber un gobelet en plastique. Les têtes se tournèrent. Elles se tournent toujours vers le drame. Sabrina campait là, bras croisés, le visage rouge, la poitrine se soulevant au rythme grisant de l'accusation. Elle fait semblant depuis des mois, ajouta-t-elle. Elle marche très bien quand personne ne regarde. Pas vrai, Andrew? Tu l'as vu à la clinique? Andrew haussa les épaules, puis hocha la tête, avide de faire partie du spectacle. Je m'appuyai plus fort sur ma béquille, le cœur battant au rythme de la panique.
S'il te plaît, ne fais pas ça, murmura-je. Mais elle continua. Elle vide, large de papa et maman, elle se gave de leur pitié. Papa se détourna du barbecue, agacé qu'on gâche sa petite fête. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. « Elle ment », insista Sabrina. « Montre-leur, Phoebe, montre-leur à quel point tu es soi-disant blessée. » La foule marmonna. Quelques-uns opinèrent. Quelqu'un chuchota. « C'est vrai qu'elle a l'air bien parfois. » Je secouai la tête. « Je ne mens pas. J'ai mal tous les jours. » Mais Sabrina flambait, brûlant le jardin de la certitude cruelle qu'elle prenait pour de l'honnêteté. Papa avança. Sans prudence, sans inquiétude, mais avec irritation, agacé que j'ose amener ma douleur dans son après-midi parfait. Il tendit la main et arracha ma béquille. Le moment sembla à la fois lent et fulgurant, comme regarder une chute en rêve, mais sentir la douleur en vrai. « Arrête de faire semblant », lâcha-t-il. « Tu ne fais que parasiter. » Le sol me heurta, mes dents claquèrent. La douleur remonta ma colonne comme une lame brûlante. Les rires suivirent. Pas tous en même temps, juste assez pour me briser complètement. Ma propre famille se tenait autour de moi comme des spectateurs devant un numéro de cirque raté. Et puis cette voix, la voix calme derrière eux. Chaque pas qu'elle fait est un miracle. Ils se retournèrent. Et debout dans la lumière du soir, se trouvait mon chirurgien. Le seul homme qui connaissait toute la vérité sur ma colonne, ma douleur. Et le combat que je menais en silence depuis 2 longues années. Il avait tout vu, et il n'avait aucune intention de se taire. Pendant un instant, plus personne ne respira. Le jardin, quelques secondes plus tôt rempli de rires, de bouteilles qui s'entrechoquaient, et du grésillement de la viande, plongea dans un silence lourd. Même les enfants qui couraient s'arrêtèrent net. Tous les regards se tournèrent vers l'homme derrière eux. Le docteur Stephen Brooks, mon chirurgien de la colonne, la seule personne au monde qui avait réellement vu ce que mon corps avait enduré. Il n'était pas censé arriver avant 1 heure. Maman l'avait invité par politesse, lui disant de passer si vous avez le temps, sans obligation, mais à voir sa posture carrée, ses yeux brûlants, à travers la foule, il n'était pas venu pour discuter autour d'un burger. Il était venu parce qu'il m'avait vu tomber. Il était venu parce que, d'une manière ou d'une autre, Dieu l'avait placé exactement là où j'avais besoin de lui. Sabrina cligna des yeux, incertaine de croire ce qu'elle voyait. Le téléphone de tante Clara, qui filmait encore, s'abaissa lentement contre son ventre. Mon père, si fier et si têtu, remua mal à l'aise, la spatule dans la main, soudain ridicule. Le docteur Brooks avança, avec la calme assurance d'un homme qui a tenu des vies humaines entre ses mains. Il s'agenouilla d'abord près de moi, sans me toucher, m'examinant du regard comme toujours. « Phoebe » dit-il doucement, « peux-tu bouger la jambe gauche ?» J'avalais ma salive, sentant la douleur pulser plus fort dans ma colonne. Je crois, lentement. Bien, ne force pas. Sa voix resta stable, professionnelle. Puis il tourna la tête vers les membres de ma famille, lentement, délibérément, comme un juge prêt à rendre un verdict. Il se releva, épousseta son pantalon et fit 2 pas vers Sabrina. Il posa une main douce mais ferme sur son épaule. Et devant toute la famille Quinn silencieuse, il répéta les 6 mots qui tranchèrent l'air comme une vérité divine. Chaque pas qu'elle fait est un miracle. Sabrina déglutit. Sa bravoure chancela. Le docteur Brooks n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Sa présence pesait plus que n'importe quel cri. « Sais-tu à quoi ressemble sa colonne ?» demanda-t-il, les yeux rivés sur ma sœur. « As-tu déjà vu une IRM après une fracture éclatée lombaire ? As-tu déjà vu des nerfs comprimés comme des fils qu'on aurait noués ? Parce que moi, oui. » Papa se raidit. « Docteur. » On ne voulait pas. Le docteur Brooks leva une main et le réduisit au silence. Elle a suivi l'un des programmes de rééducation les plus difficiles que j'ai vus en 27 ans de carrière. Le fait qu'elle puisse tenir debout, même avec assistance, est remarquable. Je l'ai dit à votre famille il y a des mois, je l'ai répété la semaine dernière. Et pourtant, me voilà en train de la voir accusée de simuler sa propre douleur. Son regard parcourut les visages, s'arrêtant assez longtemps sur chacun pour leur faire sentir le poids de leur silence. Tante Clara semblait vouloir disparaître dans le sol. Joanna se couvrit la bouche de ses 2 mains. Andrew, qui avait pourtant affirmé fièrement l'avoir vue marcher normalement, fixait maintenant ses baskets comme s'il priait pour disparaître sous terre. Maman tremblait. Elle chercha le bras de papa, mais il se déroba légèrement, coincé quelque part entre la honte et l'orgueil. Sabrina tenta de parler. Je pensais... Vous avez mal pensé,
coupa Dr. Brooks d'une voix basse mais ferme. Et vos paroles ont fait du mal, du vrai mal. Il sortit son téléphone et, après quelques touches, montra à tous une vidéo. Ma dernière séance de rééducation, moi agrippé au bar parallèle, la sueur coulant sur mon front, mes jambes tremblant violemment à chaque centimètre, mon visage déformé par la douleur, mes respirations courtes, hachées, désespérées. 2 pas, à peine 2, avant de m'effondrer dans les bras de son assistant. Un souffle d'horreur parcourut le jardin. Voilà à quoi ressemble Phoebe quand elle marche bien, dit-il. Je détournai le visage, incapable de retenir mes larmes brûlantes. Sa voix se fit un peu plus douce, sans perdre sa fermeté. Si quelqu'un doute encore après ça, le problème n'est pas Phoebe, mais votre incapacité à accepter la vérité. La mâchoire de papa se serra. Docteur, on ne savait pas que c'était si grave. Vous ne vouliez pas savoir, répondit-il, des mots tombant comme une pierre. Maman parla enfin tremblante. Steven, est-ce qu'elle empirerait? Non, répondit-il doucement. Mais le stress, l'humiliation, la violence, son regard glissa vers la main de papa. Celle qui m'avait arraché ma béquille peuvent provoquer des régressions, des semaines perdues. Les épaules de papa s'affaissèrent un peu. Sabrina recula, essuyant ses yeux. Je voulais pas la blesser. Je pensais juste qu'elle profitait. Votre sœur est une ancienne militaire, la coupa Dr. Brooks sèchement. Elle a donné sa santé pour servir ce pays. Elle donnerait n'importe quoi pour ne pas avoir besoin de cette béquille. Le silence retomba, long, lourd, révélateur. Puis il revint vers moi, s'agenouilla. Je pense que vous devriez aller aux urgences, juste pour faire des examens. J'acquiesçai faiblement. Maman voulut m'aider, mais il l'écarta doucement. Laissez-moi. Il me souleva avec une précaution presque cérémonielle. Naomi, ma meilleure amie, qui filmait près de la table de pique-nique, accourut, les yeux pleins de larmes et de colère. On vient avec toi, dit-elle, la voix tremblante de loyauté. Alors qu'il me guidait vers la voiture, Sabrina fit un pas. Fille, attends, s'il te plaît. Je ne me retournai pas. Le jardin resta figé, rempli de culpabilité et de regrets muets. À la grille, Dr. Brooks se retourna. Elle n'est pas tombée aujourd'hui. Vous l'avez laissée tomber. Puis le portail se referma. À l'hôpital, les lumières blanches rendaient tout plus froid. Chaque regard se posa sur mes pas hésitants, ma mâchoire crispée et le bras protecteur du docteur. Naomi tremblait de colère. L'infirmière de triage reconnut Dr. Brooks. Journée difficile, on peut dire ça, répondit-il. Possible nouvelle blessure, traumatisme émotionnel significatif et problème familial. Elle hocha la tête, habituée. Dans la petite salle d'examen, le temps ralentit. La douleur physique se mêlait à une douleur plus ancienne, la trahison. Naomi s'assit à côté de moi, tenant ma main, silencieuse. J'ai tout filmé, murmura-t-elle enfin. Je fermais les yeux. La preuve. Pourquoi avais-je besoin de preuves contre ma propre famille? Merci, soufflai-je. Dr. Brooks revint avec les résultats. Pas de fracture, mais une inflammation sévère. Cette chute peut retarder vos progrès de plusieurs semaines. Des semaines perdues. Et maintenant? Demandai-je. Vous guérissez. Physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et vous posez des limites. Naomi hocha vigoureusement. Oui, Phoebe. Ils ont dépassé une ligne. Je baissai les yeux. Mais, c'est ma famille. La famille peut blesser, dit-il calmement, et se tromper. Un coup léger à la porte, les papiers de sortie, la pitié dans les yeux de l'infirmière me fit mal. Dehors, la nuit était calme, étrangère au chaos vécu. Naomi m'aida à entrer dans la voiture. Après un long silence, Dr. Brooks demanda « Phoebe, est-ce qu'ils t'ont déjà traité ainsi ?» Je regardais les lumières défiler, pas comme aujourd'hui. Mais ils ont douté, dit des choses. Naomi s'emporta. Ils disent tout le temps que tu exagères. Ta mère raconte que tu n'aimes pas marcher. Ton père dit que tu cherches la compassion. Et Sabrina stop, murmurai-je. Même vrai, ça faisait mal. Tu ne mérites pas ça, dit le docteur. Il se gara devant mon immeuble. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas juste méchant. C'était dangereux et illégal. Je relevai brusquement la tête. Illégal? Arracher un dispositif de mobilité à une personne handicapée est considéré comme une agression dans le Colorado.
Ce que ton père et ta sœur ont fait n'est pas seulement immoral. C'est criminel. Naomi acquiesça. Il faut en parler à quelqu'un, Phoebe. Un avocat. Je me sentis vaciller. Je veux pas détruire ma famille. Tu ne détruis rien. Tu te protèges, dit-elle. Dr. Brooks sortit une carte. Lisa Donovan. Droit des personnes handicapées. Compétente et juste. Je la fixais, hésitante. Je sais pas si je peux. Tu as déjà fait le plus dur. Survivre à la chute. Le reste, cesse de reprendre ta dignité, dit-il. Ils m'aidèrent à monter. Naomi resta avec moi, m'aida à m'habiller, fit du thé. Puis, un soupir. Phoebe, ton téléphone n'arrête pas. Une avalanche d'appels, de messages. Rappelle-moi, on doit parler. Je voulais pas que ça dégénère. Je retournai le téléphone. Pas ce soir. Naomi s'assit près de moi. Tu ne leur dois rien. L'appartement, petit mais chaleureux, paraissait un refuge. Je respirais longuement. Naomi serra ma main. Tu n'es pas seule. Tu masses moi, le docteur Brooks. Et la vérité. C'est un bon début. Plus tard, lorsque l'appartement fut silencieux et que Naomi dormait sur mon canapé, je restais assise à ma table de cuisine, la carte de visite posée sous le halo chaud de la lampe. Pendant 2 ans, ma famille avait douté de moi. Aujourd'hui, ils avaient vu à quoi ressemblait réellement ce doute. Et maintenant, j'avais un choix. Je pouvais me taire ou enfin parler. D'un profond soupir, j'ouvris mon ordinateur. Je tapais les premiers mots d'un message à Lisa Donovan. Je crois que j'ai besoin de votre aide. Le courriel que je lui envoyais était court et hésitant, rien à voir avec les rapports clairs que j'écrivais autrefois dans la marine. Je restais longtemps à fixer le curseur clignotant avant d'appuyer sur envoyer. Je crois que j'ai besoin de votre aide, écrivis-je. 5 mots simples, mais plus lourds que l'attelle autour de mon dos. Elle répondit avant même que je ne finisse ma première tasse de café le lendemain matin. Bonjour Phoebe. Je suis disponible pour parler cet après-midi. Nous avancerons étape par étape, étape par étape. Après la façon dont j'avais heurté le sol à l'anniversaire de mon père, cette phrase me piqua, tout en m'apportant un étrange réconfort. Depuis 2 ans, il semblait que tout le monde dictait mon rythme. Pour la première fois, quelqu'un me proposait de marcher à mes côtés. Naomi insista pour être là. Elle arriva avec ce regard qui disait « Ne discute pas. Je reste ». Quand le visage de Lisa apparut à l'écran, elle ressemblait exactement à ce que j'imaginais d'une bonne avocate dans la cinquantaine. Blazer soigné, lunettes glissées sur le bout du nez, yeux calmes qui avaient vu pire qu'un barbecue familial qui tourne mal. « Bonjour Phoebe, dit-elle. Racontez-moi ce qui s'est passé avec vos propres mots. » Alors je le fis. Je lui donnai un bref aperçu de l'accident et des opérations, juste assez pour expliquer pourquoi je marchais avec une béquille et pourquoi rester debout trop longtemps revenait à marcher sur du verre brisé. Puis je lui racontai l'anniversaire, les invitations, l'espoir naïf d'un nouveau départ. Je lui parlais des remarques de Sabrina près de la table de limonade, quand elle avait affirmé m'avoir vu marcher normalement à la clinique. Je décrivis le moment où ma sœur avait haussé la voix, m'accusant de simuler, me pointant du doigt comme si j'étais jugée dans mon propre jardin. Ma gorge se serra quand je répétais les mots de mon père. « Arrête de faire semblant. Tu ne fais que parasiter les autres. » Ce fut plus difficile de décrire les rires qui avaient suivi, alors je ne le fis pas. Naomi s'en chargea. Elle expliqua à Lisa combien de temps cela avait duré, qui avait filmé, comment personne n'avait bougé avant que le docteur Brooks intervienne en disant « Chaque pas qu'elle fait est un miracle. » Lisa prit des notes en continu, ne s'arrêtant que pour poser des questions nettes et précises. Quelqu'un avait-il essayé de m'aider avant mon chirurgien? Non. Ma famille avait-elle déjà remis en question mon handicap? Oui. Des blagues, des remarques, des insinuations sur le fait que j'aimais attirer l'attention. Mon père ou ma sœur m'avait-il présenté des excuses claires? Je pensais au message que je n'avais pas ouvert. Il regrettait que ça soit allé si loin, mais il n'avait jamais admis avoir eu tort. Elle hocha la tête. Et j'utilisais une béquille tous les jours? Oui, dès que je restais debout plus de quelques minutes. Elle posa son stylo. Phoebe, écoutez-moi bien. Ce qui vous est arrivé n'est pas seulement impoli ou insensible. Arracher une aide à la mobilité à une personne handicapée peut constituer une agression. Le faire en public, en vous accusant de mentir, ajoute du harcèlement et un préjudice à votre réputation. La chute a aggravé votre état. C'est un dommage réel et mesurable.
Le mot agression resta suspendu entre nous. Cela signifiait qu'on ne parlait plus de drame familial, mais d'un acte reconnu comme injuste par la loi. « Je ne veux pas détruire ma famille, dis-je. Je veux seulement qu'il ne puisse plus jamais me faire ça, à moi ou à quelqu'un d'autre. » L'expression de Lisa s'adoucit, mais sa voix resta ferme. Les familles ne se brisent pas parce que quelqu'un dit enfin la vérité. Elles se brisent parce que personne ne le fait. Les tenir responsables n'est pas un acte de haine. C'est parfois un acte de protection. Elle me détailla mes options, porter plainte et demander des dommages pour détresse émotionnelle et soins supplémentaires, demander une ordonnance de protection ou commencer par une lettre de mise en demeure. « Je travaille pour vous », dit-elle. « Rien n'avance sans votre accord. Une lettre changerait-elle quelque chose pour eux ?» demandai-je. « En général, oui. Les gens comprennent le poids des choses quand ils voient leurs actes couchés sur papier, à côté de mots comme blessure et responsabilité. Et vous avez quelque chose que la plupart n'ont pas, une vidéo claire et un chirurgien prêt à témoigner. » Naomi croisa les bras à côté de moi. « Et rien de tout ça ne partira sans l'accord de Faux. »« Exactement, » répondit Lisa. Je baissai les yeux, revoyant le jardin, la main de mon père arrachant ma béquille, le doigt accusateur de Sabrina, et le cercle de chaussures autour de moi alors que j'étais allongé dans l'herbe. La part de moi qui cherchait toujours à apaiser voulait tout laisser tomber. La part qui avait senti la terre heurter mes côtes savait que je ne le pouvais plus. « Je veux que vous écriviez la lettre, » dis-je finalement. Lisa hocha la tête. « Je vous envoie un brouillon cet après-midi. » Le soir même, je reçus son courriel. La lettre ne sonnait pas comme une menace. Elle retraçait précisément ce qui s'était passé dans la cour de mon père, décrivait ma blessure en termes médicaux clairs, nommait les actes de ma sœur tels qu'ils étaient, et citait les passages pertinents de la loi du Colorado. À la fin, elle disait « Ma cliente est prête à engager toutes les démarches légales nécessaires. Toutefois, elle est disposée à envisager une résolution incluant des excuses écrites, le remboursement des frais médicaux liés à l'incident et un engagement à suivre une formation sur le handicap. » Naomi la lut et siffla doucement. « Ça va faire très mal. » Au téléphone, la voix de Lisa était posée. « Je ne l'enverrai que si vous dites oui. » Je pensais au moment où mon père m'avait traité de parasite, devant tous les gens avec qui j'avais grandi. Je pensais à Sabrina, me pointant du doigt, comme si je n'avais aucune place chez moi. Je pensais à moi, allongé dans l'herbe, réalisant que la seule personne venue m'aider n'avait aucun lien de sang avec moi. « Oui, » dis-je. Cette fois, ma voix ne trembla pas. « Envoyez-la. » Le lendemain matin, la lettre attendait dans la boîte aux lettres de mes parents, comme une vérité qu'ils ne pourraient plus éviter. Elle frappa plus fort et plus vite que prévu. À midi, mon téléphone affichait plus d'appels manqués de ma famille que je n'en avais jamais reçus. Même quand j'étais blessé à l'étranger, ils n'avaient jamais réagi ainsi. Mais je ne répondis pas. Pas encore. L'ancienne moi, celle qui s'excusait la première, aurait décroché immédiatement. La nouvelle moi, meurtrie mais debout dans sa vérité, laissa sonner. En fin d'après-midi, on frappa à la porte. 3 petits coups secs. Urgents, ni furieux, ni hésitants. Naomi leva les yeux. « N'ouvre pas si tu ne veux pas. » Mais je reconnus déjà le rythme. C'était celui de ma mère, le même qu'à mes 16 ans, lorsque je m'étais enfermé après une dispute avec Sabrina. J'ouvris la porte à moitié. Maman était là, les yeux rougis, les cheveux défaits, tenant la lettre de Lisa, pliée et dépliée jusqu'à ressembler à un mouchoir humide. Elle resta un long moment sans parler, me regardant comme si elle me voyait enfin. « Phoebe, qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il avec notre famille ?» Naomi se tenait derrière moi, silencieuse. Je serrai le chambranle de la porte. « Ce qui se passe, murmurai-je. C'est ce qui arrive quand la vérité finit par sortir. » Maman avala difficilement. « Ton père est bouleversé, il dit que c'est trop, que tu n'aurais pas dû faire ça. » La colère me monta au visage. Je n'avais pas à le faire. Il m'a arraché ma béquille et m'a traité de parasite devant tout le monde. J'aurais pu être gravement blessé. Son menton trembla. « Il ne voulait pas te blesser. C'est bien ça le problème. Il n'a même pas réfléchi. » Le silence s'installa, lourd de toutes les années tues. Enfin, maman murmura. « Ta sœur est en morceaux. » Elle n'a pas arrêté de pleurer depuis qu'elle a lu la lettre. Je faillis rire, non parce que c'était drôle, mais parce que ces larmes étaient la première réaction honnête de Sabrina depuis des années. Mais je restais calme. Ces larmes n'effacent rien. Non, admit maman. Non, elles n'effacent rien. Quelque chose changea alors.
imperceptible mais réelle. Pour la première fois, elle ne défendait pas Sabrina. Elle n'arrondissait pas les angles. Elle ne protégeait pas l'image de la famille. Elle reconnaissait simplement la vérité. « Quand tu envoies quelque chose comme ça, dit-elle en levant la lettre, ça change des choses. »« Je sais, répondis-je. C'est pour ça que je l'ai envoyé. » Elle parut surprise, comme si elle s'attendait à ce que j'hésite. Mais je ne vacillais pas. Maman ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. Quand elle les rouvrit, sa voix était plus stable. « Ton père veut te parler, Sabrina aussi. S'il te plaît, Phoebe, est-ce qu'on ne peut pas juste s'asseoir tous ensemble pour parler ?» Je sentis Naomi bouger à côté de moi. « Phoebe, murmura-t-elle, tu n'as pas à décider maintenant. » Maman la regarda, déconcertée. « Je suis sa mère. »« Et je suis son amie, » répondit Naomi, et elle a été profondément blessée. Maman serra les lèvres. « Je sais. Et nous devons réparer ça. » Son honnêteté, cette simple phrase « nous devons réparer ça » fissura quelque chose en moi, pas du pardon, pas encore, mais une infime brèche dans le mur autour de mon cœur. « Je les rencontrerai, dis-je enfin. Tous, mais pas seuls. » Maman acquiesça. « Bien sûr. Et pas à la maison, ajoutai-je. Quelque part de neutre. » Elle réfléchit un moment. Le pasteur Reed a dit qu'on pouvait utiliser une des salles de réunion à l'église. Il sait qu'il cesse de passer quelque chose. Il est inquiet. Je clignai des yeux. « Le pasteur Reed sait ?» Elle rougit. « Ta tante Clara a la langue trop bien pendue. Bien sûr que oui. » Pourtant, l'église était un terrain neutre, et quelque chose dans l'idée d'y aller me semblait juste un lieu calme, un lieu où Dieu pourrait nous entendre si nous oublions comment nous entendre entre nous. « D'accord, dis-je, demain. » Maman s'affaissa de soulagement, comme si elle retenait son souffle depuis qu'elle était entrée. Elle tendit la main pour me toucher, puis hésita. J'appréciais cette hésitation. Elle apprenait enfin à respecter les limites. « Je suis contente que tu acceptes de parler, » murmura-t-elle. J'acquiesçai et elle partit. Quand la porte se referma, Naomi expira profondément. « Tu tenais mieux sorti que moi, dit-elle. »« Je ne veux pas de vengeance, » répondis-je. « Juste de la responsabilité. » Elle serra mon épaule. « Et tu l'obtiendras, à tes conditions. » Le lendemain après-midi, Naomi me conduisit à la salle de réunion de l'église. Une pluie fine avait commencé à tomber, tapotant doucement contre le pare-brise comme un métronome régulier pour mes pensées. Je n'étais pas nerveuse. J'avais trop souffert cette semaine pour l'être, mais j'étais troublée, comme quelqu'un qui entre dans un lieu où la vérité a des dents. La salle que le pasteur Reed nous avait prêtée était calme, moquettée, éclairée doucement, avec une table ronde au centre. Une Bible ouverte reposait près de la fenêtre, comme si quelqu'un lisait encore quelques instants plus tôt. Ma famille était déjà là. Papa était assis droit, les mains si serrées que ses jointures étaient blanches. Maman se tenait près de lui, le regard entre l'inquiétude et l'espoir. Et Sabrina, ma sœur, celle qui m'avait désignée comme une criminelle, semblait plus petite que jamais. Les yeux gonflés, les épaules repliées, les doigts tordant un mouchoir en lambeaux. Personne ne parla quand j'entrai. Naomi tira une chaise pour moi, et nous nous assîmes. Pendant un moment, seul le bruit de la pluie nous accompagna. Puis Sabrina craqua. « Fille, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je suis tellement désolée. » Elle ne se défendit pas. Elle n'invoqua ni le stress, ni un malentendu. Elle ne justifia rien. « J'étais jalouse, avoua-t-elle, de ton service, de la façon dont maman et papa étaient si fiers de toi avant. Je détestais me sentir invisible. Je détestais être coincée ici pendant que toi, tu faisais quelque chose d'important, et je l'ai reporté sur toi, et... Mon Dieu, Phoebe, ce n'est pas la personne que je veux être. » Les larmes coulaient sur ses joues, et cette fois, elle ne les cacha pas. Papa s'éclaircit la gorge, la voix raide. J'ai réagi de façon excessive. Je n'aurais pas dû toucher à ta béquille. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. J'attendis. Il déglutit. J'avais tort. Les mots tombèrent lourdement, maladroits, mais sincères. Maman prit ma main. Je suis désolée moi aussi d'être restée silencieuse. Pour la première fois depuis des années, ils ne prétendaient plus. Ils regardaient leur propre laideur en face. Quelque chose se détendit en moi. Pas le pardon, mais la place pour lui. Et je savais que ce n'était pas fini. Mais c'était un début. Pendant un long moment, je ne pus parler. Leurs excuses flottaient dans l'air comme du verre fragile, réelle, tremblante, inattendue. J'avais imaginé cette rencontre 100 fois, mais jamais comme ça. Jamais avec ma sœur s'effondrant autour d'une table ronde,
dans une église silencieuse. Jamais avec mon père agrippant sa chaise comme s'il risquait de tomber à travers. Jamais avec la main de ma mère posée sur la mienne, chaude et tremblante. Le pasteur Reed était assis dans un coin, silencieux, respectueux. Il n'était pas là pour intervenir, juste pour nous laisser la salle. Mais sa manière de nous observer calme, patiente, priante, ancrerait ce moment d'une façon que nous n'aurions jamais pu faire seuls. Naomi resta à mes côtés, sa présence sûre comme du roc. Je sentis sa main flotter près de mon dos, sans me toucher, juste là, prête à me rattraper si les mots devenaient douloureux. Finalement, j'inspirais lentement. J'apprécie vos excuses, dis-je d'une voix étonnamment stable. Mais ce n'est pas seulement à propos de ce qui s'est passé au barbecue. C'est à propos de tout ce qui est venu avant. Des années de doute, d'allusions, d'avoir l'impression de devoir constamment défendre ma propre douleur. Sabrina hocha la tête frénétiquement, essuyant ses joues. Je sais, Phoebe, et je me déteste pour ça. Ne te déteste pas, murmura doucement le pasteur Reed. Déteste les choix. Eux peuvent changer. Tu peux changer. C'est ça. La repentance. Elle laissa échapper un souffle tremblant, comme si ce mot avait percé quelque chose en elle. Papa leva enfin les yeux. Ils étaient rouges. Pas de larmes, pas encore, mais d'émotions retenues qu'il n'avait pas l'habitude d'exprimer. On m'a appris que la faiblesse était un choix, dit-il calmement. Mon père me l'a martelé. Je croyais être dur. Je pensais te pousser à te battre plus fort. Naomi laissa échapper un son bref, entre indignation et frustration, mais resta silencieuse. Papa continua. Mais je ne poussais rien du tout. Je te blessais, et je ne l'ai compris que, quand ce médecin est arrivé, l'image revint. Papa arrachant ma béquille, le sol fonçant vers moi, le rire dans mes oreilles. Je déglutis. J'ai tout donné à la Navy, dis-je doucement. Tu as toujours dit à tout le monde à quel point tu étais fier de moi quand je servais. Mais après l'accident, quand je suis revenu brisé, c'est là que j'avais le plus besoin de toi, et c'est là que tu t'es éloigné. La bouche de papa se crispa, la culpabilité creusant des lignes profondes sur son visage. Je ne savais pas comment t'aider. Je n'attendais pas que tu me répares, dis-je. Juste que tu me crois, que tu restes à mes côtés, que tu ne m'accuses pas de simuler. La pièce se figea. Ce fut maman qui murmura enfin la vérité qui reliait tout. Nous avions peur. Je la regardais. Elle poursuivit, la voix tremblante. Nous ne comprenions pas ta douleur. Nous ne savions pas quoi dire. Et au lieu d'apprendre, d'écouter, nous avons pris la fuite. Nous t'avons fui. Voilà. La peur déguisée en jugement. Le silence déguisé en indifférence. Cet aveu fit mal, mais il déterra aussi quelque chose depuis longtemps enfoui. Une pièce du puzzle qui m'avait toujours manqué. Je veux que nous guérissions, dit maman, les yeux pleins de larmes. Mais je sais qu'on ne peut pas sauter l'étape où l'on affronte ce qu'on a fait. Pour la première fois, je crus qu'elle comprenait. Le pasteur hocha la tête, approbateur. La vérité d'abord, puis la réconciliation. C'est l'ordre. Sabrina se pencha en avant, la voix minuscule. Phoebe, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Dis-le-nous, s'il te plaît. Je regardai Naomi, qui m'adressa un petit signe. Les mots de Lisa me revinrent. La justice est à toi de poursuivre. La miséricorde est à toi de donner. Je pris une longue inspiration. Je ne retire pas la lettre, dis-je. Pas après tout ça. Il doit y avoir de la responsabilité. Mais je ne cherche pas à détruire la vie de qui que ce soit. Je veux juste du changement. Papa avala difficilement. À quoi ça ressemble? Je veux des excuses écrites, dis-je. Honnêtes. Sans excuses bidons. Je veux la vérité nue sur le papier. Pour la garder à jamais. Ils acquiescèrent tous. Je veux que vous, ajoutai-je en regardant papa et Sabrina, participiez à un programme de sensibilisation au handicap. Apprenez ce qu'est vraiment la douleur chronique. Apprenez ce que sont les maladies invisibles. Apprenez à quel point les mots peuvent blesser quelqu'un qui se bat déjà chaque jour. Les doigts de maman se resserrèrent autour des miens. Nous le ferons. Tous. Et je veux une compensation pour les soins médicaux dont j'ai besoin à cause de la chute. Continuai-je. Pas pour vous punir, mais pour assumer. Ma rééducation ne peut pas être compromise à cause de ce qui s'est passé. Papa baissa la tête. C'est juste. Et ma voix se fit plus douce. Je veux de l'espace. J'ai besoin de temps avant de pouvoir vous refaire confiance. La confiance doit revenir lentement. Sabrina essuya de nouveau ses yeux. Tu auras tout l'espace dont tu as besoin. Ne nous abandonne juste pas. Je la regardais, vraiment. Pour la première fois, elle ne ressemblait plus à la sœur bruyante et combative qui avait toujours quelque chose à prouver.
Elle ressemblait à une femme qui voyait enfin les fissures dans sa propre armure, humaine, brisée, en train d'essayer. « Je ne vous abandonne pas, dis-je doucement, mais je ne reviens pas en courant non plus. » Le soulagement sur son visage faillit me briser. Le pasteur Reed joignit les mains. « Phoebe, y a-t-il autre chose ?» J'hésitais. Le dernier point n'avait rien à voir avec la justice ni les frontières. C'était plus profond, plus spirituel. « Je veux que vous priez avec moi, dis-je. » Un choc traversa le visage de Sabrina. Papa se raidit. Maman eut un petit souffle surpris. Même Naomi battit des paupières. « Pas pour le pardon, précisai-je. Pas encore. Je n'en suis pas là. Mais pour la clarté, pour la force, pour que notre famille apprenne à faire mieux. » Le pasteur Reed sourit doucement. Ce qu'il venait de dire était une demande sacrée. Il se leva, posa une main sur mon épaule et invita les autres à faire de même. Un par un, hésitants, humbles, tremblants, ils se levèrent et se prirent la main autour de la table. Le pasteur commença à prier doucement. « Seigneur, que la vérité soit le commencement et non la fin. Que l'humilité fasse son œuvre. Que ceux qui ont blessé cherchent à réparer. Que ceux qui souffrent trouvent la guérison. Et que cette famille apprenne à choisir la compassion plutôt que l'orgueil. » Sabrina pleurait ouvertement. Maman serra ma main. Papa laissa échapper un souffle brisé, comme si une vie entière d'entêtement venait de se fissurer. À la fin de la prière, quelque chose changea dans la pièce, doux, discret, réel. Pas le pardon, pas encore, mais le premier pas vers lui. Un pas que nous n'aurions jamais pu faire sans la vérité, sans les limites, sans la chute qui avait tout révélé, et sans la grâce qui vient après. Les semaines qui suivirent furent étrangement calmes, comme l'air après une longue tempête, encore lourd mais plus violent. Je n'étais pas guéri, ni physiquement, ni émotionnellement, ni spirituellement. Mais quelque chose en moi avait changé, comme si le sol s'était enfin stabilisé sous mes pieds. La réunion à l'église n'avait pas tout réparé, mais elle avait entrouvert une porte que je croyais scellée à jamais. Lisa déposa l'accord. Nous avons discuté d'excuses formelles, de restitution médicale et d'un engagement à suivre des programmes de sensibilisation au handicap. Ma famille n'a pas résisté. Ils ont signé là où il fallait signer. Ils ont programmé les séances. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, Sabrina n'a pas discuté, n'a pas tenté de se défendre, n'a pas réécrit l'histoire pour s'en faire l'héroïne. Elle a accepté les conséquences, cela seul relevait déjà du miracle. Je ne leur ai pas beaucoup parlé par la suite, non par colère, mais parce que mon cœur avait besoin de calme, d'espace, de ce genre de silence où les blessures respirent au lieu de s'infecter. Pendant ces jours tranquilles, j'ai consacré mon temps à la thérapie, physique bien sûr, mais aussi celle qui commence quand quelqu'un vous pose les questions difficiles. À quoi veux-tu que ta vie ressemble désormais? Quelle part de toi l'accident t'a-t-il volé? Quelle part est encore vivante? Ma thérapeute, une ancienne infirmière militaire nommée Dana, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. La douleur est une enseignante, Phoebe, mais c'est une colocataire terrible. Ne la laisse pas s'installer pour toujours. Ces mots se sont déposés en moi comme le fait la vérité, doucement, mais de manière inébranlable. Pendant ce temps, mon blog commença à grandir, lentement au début, puis plus vite que je ne l'aurais pensé. Des gens de tout le pays, vétérans, veuves, personnes souffrant de douleurs chroniques, aidants, personnes coupées de leur famille, m'écrivaient. Ils me remerciaient d'avoir dit ce qu'ils n'avaient jamais eu le courage de dire à leurs proches. Un message ressortit du lot. Il venait d'un vétéran du Vietnam nommé Carl. Il écrivait « Ton histoire m'a rappelé quelque chose que mon aumônier m'a dit en 69. Parfois, Dieu te laisse être brisé par la vérité avant de te reconstruire. Pas pour te punir, mais pour te préparer. » J'ai relu cette phrase 3 fois, puis j'ai pleuré, parce que c'était exactement ce que j'avais ressenti. La chute, l'humiliation, la vidéo, la réunion à l'église. Tout m'avait brisé pour permettre à quelque chose de nouveau de prendre racine. Une part de moi, silencieuse depuis des années, recommençait à parler. Pas la part qui cherchait l'approbation, mais celle qui cherchait un but. 3 mois plus tard, je reçus un appel du Dr Brooks. « Peux-tu passer au centre de rééducation demain ?» demanda-t-il. « Il y a quelqu'un que je veux te présenter. » Quand j'arrivais, m'appuyant prudemment sur ma béquille, je le trouvais aux côtés d'une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle portait une attelle autour du torse et la peur dans les yeux. La même peur que je portais autrefois partout avec moi. « Voici Jenna », dit doucement le Dr Brooks. « Elle commence tout juste la rééducation. Elle ne croit pas qu'elle remarchera un jour. » Je m'approchai.
et lui offrit le sourire le plus doux que je pouvais. Moi non plus, je n'y croyais pas. Jenna cligna des yeux, surprise. « Mais, tu marches. »« À peine, » répondis-je en riant, et très lentement, « mais oui. »« Et toi aussi. Tu y arriveras. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas comme tu l'imagines. Mais tu iras plus loin que tu ne le crois. » Ses yeux se remplirent comme les miens autrefois, quand quelqu'un avait osé parler d'espoir dans ma nuit. Le docteur Brooks me fit un signe discret, celui qui voulait dire « c'est pour ça que je t'ai appelé », et je compris. Guérir. Ce n'est pas seulement devenir plus fort. C'est aussi donner de la force. Quand l'été laissa place à l'automne, ma famille tint ses promesses. Papa assista à ses cours, assis bien droit sur une chaise métallique, pendant qu'un instructeur expliquait ce que la douleur chronique fait réellement à une vie. Il m'appela ensuite, la voix rauque. J'aurais aimé savoir tout ça plus tôt. Maman commença à militer à l'église, corrigeant doucement les remarques maladroites sur le handicap. Le pasteur Reed me dit qu'elle était devenue l'une des voix les plus réfléchies de leur groupe de soutien. Et Sabrina, la plus grande surprise, se mit à faire du bénévolat au centre de rééducation chaque samedi. D'abord en silence, pliant des serviettes, préparant des bouteilles d'eau, puis peu à peu en aidant directement les patients. Un jour, les yeux brillants, elle m'avoua. Voir ce que les gens traversent, ça m'a rendu humble. Nous n'avons pas précipité la réconciliation. Elle est venue en petits morceaux. Comme la première fois où elle m'a envoyé la photo de son badge de bénévole, ou le jour où elle a demandé une liste de lecture sur les traumatismes rachidiens, ou l'après-midi où elle a admis, je n'avais jamais réalisé à quel point il faut de la force pour simplement vivre avec la douleur. De petits pas, de petits miracles, un à la fois. Le tournant arriva fin octobre. Naomi et moi venions de finir de réorganiser mon salon quand on frappa doucement à la porte. J'entr'ouvris. C'était papa. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Peut-être parce qu'il ne portait plus son entêtement comme une armure. Il tenait une feuille pliée et une enveloppe. « Phoebe, dit-il calmement, est-ce que je peux te parler une minute ?» Naomi me serra la main, puis s'éclipsa pour nous laisser seuls. Je le laissai entrer. Il s'assit, les mains légèrement tremblantes. « J'ai fini ma part de la restitution, » dit-il en levant l'enveloppe. « Mais large n'est pas la partie importante. » Il déplia la feuille. C'était sa lettre d'excuse, pas celle, formelle, qu'il me devait. Une autre, plus longue, plus chaotique, plus vraie. Il la lut à haute voix. Chaque phrase ouvrait une vieille brèche, des blessures, de la colère, des déceptions, dont je ne savais même pas qu'elles pesaient encore en moi. Il parla de son père, de la fierté, de la peur. Il parla du moment où je suis tombée, du bruit de mon corps frappant le sol qui le hantait encore. Et puis, il dit quelque chose qui me serra la gorge. Je ne sais pas si Dieu m'a donné une fille assez forte pour survivre à la Navy, ou s'il a donné à la Navy une fille assez forte pour survivre à moi. Mais je suis reconnaissant que tu sois encore là. À la fin, des larmes roulaient sur ses joues, des larmes que je n'avais jamais vues. « Est-ce que tu pourras me pardonner un jour ?» murmura-t-il. Je pris une longue respiration, laissant le poids du moment se déposer. « J'y travaille, » répondis-je doucement. « Et aujourd'hui, ça aide. » Il hocha la tête. Soulagé, humble. Et pour la première fois depuis l'accident, il ouvrit les bras, non par pitié, ni par culpabilité, ni par devoir, mais par amour. Je m'y glissais, et cette fois, il me soutint au lieu de me laisser tomber. Quand j'ai finalement raconté mon histoire sur mon blog, le barbecue, la chute, la vérité, les conséquences, la guérison, je l'ai terminé par le message que je te laisse aujourd'hui. La douleur nous change, mais la grâce aussi. Les familles se brisent, mais la vérité peut les reconstruire, lentement, honnêtement, humblement. Et parfois, quand la vie nous met à terre, Dieu envoie la bonne personne pour nous relever. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a touché quelque chose en toi, si elle t'a rappelé quelqu'un que tu aimes ou quelqu'un que tu as encore du mal à pardonner, n'hésite pas à la partager ou à laisser un commentaire. Ton histoire pourrait être la bouée de sauvetage dont quelqu'un d'autre a besoin. Et si tu veux lire d'autres récits de résilience, de rédemption et du pouvoir silencieux de la vérité, n'oublie pas de t'abonner.